Bill Hamilton, ancien ingénieur et programmeur de la NSA dans les années 60, créa en 1970 un logiciel informatique appelé PROMIS, qui signifie Système d'information et de gestion du procureur. Ce logiciel fut conçu pour le département de la justice américaine afin de lutter contre le crime organisé et le blanchiment d'argent, mais aussi pour conserver les données des procès en cours, passés et futurs. PROMIS était capable de lire et d'intégrer n'importe quel chiffre issu de différents systèmes informatiques ou bases de données, quel que soit le langage dans lequel le programme initial ou le système d'exploitation avait été écrit. PROMIS pouvait être installé sur n'importe quel ordinateur et pouvait gérer n'importe quelle information chiffrée, langage et documents écrits, mouvements financiers, déplacement d'individus par recoupement et analyse des horaires d'avion, de train, de bus, mais aussi l'étude des appels téléphoniques. Le concepteur Bill Hamilton, par l'intermédiaire de sa société Inslo, signa en 1982 un contrat de 10 millions de dollars avec le département de la justice américaine pour développer une nouvelle version de PROMIS sur différents systèmes tels que Unix, AS400 de IBM ou Windows de Microsoft. En 1985, Edwin Meese, procureur général des États-Unis sous le mandat présidentiel de Ronald Reagan, fut impressionné par les capacités de PROMIS. Né en 1931, Edwin Meese est un membre éminent du Parti républicain. Il a commencé à travailler avec Reagan en 1967 quand ce dernier était gouverneur de Californie et a fait partie de son équipe de campagne lors des présidentielles de 1981. Edwin Meese parla du logiciel PROMIS à son ami Earl Bryan, médecin, ancien directeur du département de la santé de Californie sous le mandat de gouverneur de Reagan, mais aussi homme d'affaires spécialisé dans les nouvelles technologies. Earl Winfrey Bryan, né en 1942 et mort en 2020, était un agent de la CIA. Il a servi au Vietnam en tant que médecin de combat dans une unité fournissant un soutien aérien à l'opération Phoenix, dirigée par William Colby, futur directeur de la CIA de 1973 à 1976. Earl Bryan tenta d'acheter Inslo pour obtenir le programme PROMIS, mais sans succès. Bryan va alors contacter son ami Edwin Meese, alors procureur général et premier conseiller de Ronald Reagan, pour lui demander de bloquer les versements d'argent du département de la justice vers la société Inslo de Bill Hamilton, entraînant sa faillite peu de temps après. Avec Inslo hors circuit, Earl Bryan a pu ainsi commercialiser PROMIS à des gouvernements d'environ 80 pays à travers le monde. Un certain Dr Joseph Ben-Or, procureur adjoint principal auprès du ministre de la Justice israélienne, a rencontré Bill Hamilton et a obtenu une copie de PROMIS en 1983, selon les documents déclassifiés du département de la justice américaine. Il s'avère que Joseph Ben-Or était un nom d'emprunt utilisé par Raphaël Eitan, le super espion du Mossad. Le Mossad a donc eu accès très tôt à PROMIS et a fait installer une porte dérobée, ou trapdoor, dans le logiciel par un programmeur israélo-américain vivant en Californie. Une trapdoor ou porte dérobée est une fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime, qui donne un accès secret au logiciel. L'introduction d'une porte dérobée dans un logiciel à l'insu de son utilisateur transforme le logiciel en cheval de Troie et permet d'avoir accès à toutes les informations de l'utilisateur. La CIA, le FBI et la NSA ont aussi installé une porte dérobée dans PROMIS. Raphaël Eitan a contacté son ami et associé l'agent du Mossad Robert Maxwell, le père de Ghislaine Maxwell, et l'a chargé de vendre le logiciel ainsi modifié au gouvernement étranger. Maxwell a vendu PROMIS aux Russes, mais aussi au laboratoire gouvernemental américain de Los Alamos. Des douzaines de pays ont utilisé PROMIS sur leurs systèmes informatiques les plus protégés, permettant aux renseignements américains et israéliens d'accéder à des informations sensibles. Le Mossad a pu ainsi rattraper 50 ans de retard sur les Américains en matière de renseignement grâce à Raphaël Eitan et Robert Maxwell. Selon la journaliste Whitney Webb, une des filles de Robert Maxwell, Isabelle Maxwell, fréquentant les mêmes cercles que son père et jurant de ne travailler que sur des choses impliquant Israël, est devenue un agent crucial pour l'entrée d'entreprises technologiques israéliennes liées au renseignement dans la Silicon Valley, avec l'aide des deux cofondateurs de Microsoft, Paul Allen et Bill Gates. Robert Maxwell, qui nous l'avons vu, est lié à Mega Group par les frères Bronfman, mais aussi par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein. Epstein qui a probablement obtenu un faux passeport avec la complicité de Ronald Lauder en 1987. Jeffrey Epstein qui était financé par Robert Maxwell et Leslie Wexner. Leslie Wexner qui finançait Ehud Barak et Shimon Peres. Shimon Peres qui a présenté Epstein à Ehud Barak. En 2015, Jeffrey Epstein et Ehud Barak aident à la création de la société Reporty Homeland Security, renommée plus tard Carbine. D'après le journal israélien Haaretz, les apports en capital de Ehud Barak dans Reporty Carbine étaient financés en grande partie par Epstein.
Ehud Barak était le président du conseil d'administration de Carbine avant de s'en retirer suite à la mort de Jeffrey Epstein. L'équipe exécutive et technique de Carbine est composée d'anciens membres des services secrets israéliens, y compris de l'unité 8200, l'équivalent israélien de la NSA. D'anciens membres de la société privée de renseignement israélienne Black Cube font également partie de l'équipe de Carbine. Carbine est solidement implanté aux États-Unis. Reporty est une application gratuite pour téléphone qui connecte en temps réel les citoyens en détresse et les forces de l'ordre, fournissant aux services d'urgence un accès à la caméra, au micro, à la position GPS et passant l'identité du citoyen dans toutes les bases de données connectées au gouvernement. Cette application a été testée en France dans la ville de Nice, dont le maire est Christian Estrosi. Mais la CNIL y a mis fin car trop intrusive et sans base juridique. Une cofondatrice de Carbine, Lital Lechem, ancienne de l'unité 8200 et Black Cube, travaille pour une filiale de Frontier Services Group, créée par Eric Prince. Eric Prince, ancien membre de la CIA et ancien Navy SEAL, est le fondateur de la première armée privée au monde, Blackwater, renommée Academy, qu'il a revendue en 2010. Blackwater a été créé en 1997 suite au lancement du programme de privatisation par le secrétaire de la Défense Dick Cheney. Ses activités ont débuté dans la sous-traitance de l'entraînement militaire. Après la fusillade du lycée de Columbine en 1999, Blackwater obtient des contrats avec des écoles de police pour des formations à l'intervention en milieu scolaire. Mais les grands contrats viendront après les attentats du 11 septembre 2001, avec des interventions en Afghanistan et en Irak commanditées par la CIA. Eric Prince est un soutien du Parti républicain. Il a été le conseiller de l'ombre de Donald Trump et était présent lors du rendez-vous à la Trump Tower en 2016 en pleine campagne présidentielle avec George Nader, qu'il embauchera comme consultant en développement des affaires pour le Moyen-Orient. George Nader est un pédophile identifié depuis 1985. Il est écopé d'1 an de prison en 2003 en République tchèque pour avoir abusé sexuellement de 10 garçons entre 1999 et 2002. En 2019, il est condamné à 10 ans de prison aux États-Unis pour avoir conduit un adolescent de 14 ans chez lui à Washington pour avoir des relations sexuelles. Eric Prince a aussi créé en 2007 la Total Intelligence Solutions, une société de renseignement, et a placé d'anciens cadres de la CIA à la direction. Le secteur d'activité de la surveillance globale a fait l'actualité récemment avec l'affaire Pegasus. C'est un système mondial, on vient de le voir, d'espionnage de téléphone que vous venez de révéler. Comment s'est déroulée cette enquête? Quel a été le point de départ? Le point de départ, c'est la réception d'un leak de cette liste très importante qui contient 50 000 numéros de téléphone, des numéros de téléphone entrés par les clients de la société NSO Group, une société israélienne qui vend un logiciel qui s'appelle donc Pegasus et qui est extrêmement intrusif et qui s'attaque à vos téléphones portables. On a pu partir de cette liste pour ensuite mener des études quand on le pouvait sur certains téléphones et trouver effectivement des traces d'infection dans le téléphone qui nous ramenaient à la société Pegasus. L'infection et la surveillance est menée pas par la société NSO Group, mais vraiment par les États qui utilisent donc ça pour faire taire des journalistes, pour surveiller des journalistes, pour menacer des militants des droits de l'homme et finalement s'attaquer à un système global démocratique. Ce qui est impressionnant dans le projet Pegasus, c'est l'échelle, c'est l'ampleur de la surveillance. Et c'est aussi le fait que ce marché-là a été confié à une société privée. Et c'est très inquiétant parce que ce que l'on voit, c'est un usage mondial totalement globalisé d'un logiciel qui est considéré comme une arme militaire, qui a besoin d'une licence de type militaire pour pouvoir être exporté. Officiellement, le gouvernement israélien n'a pas d'accès à aux listes des cibles des différents États, pas même la société NSO. NSO affirme ne pas avoir accès à qui est ciblé. Ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le profil de cette société et le profil de ceux qui y travaillent, beaucoup ont eu une expérience dans l'unité de cyberintelligence du ministère de la Défense israélien. Et évidemment, ce sont des technologies très avancées qui demandent énormément de ressources financières, mais aussi technologiques. NSO Group, à l'instar de Carbine, est composé d'anciens membres des services secrets israéliens et de l'unité 8200. Le siège social de NSO Group est à Herzliya en Israël. L'université IDC d'Herzliya est réputée pour être un centre de recrutement du Mossad. L'école créée et financée par Ronald Lauder, la Lauder School of Government Diplomacy and Strategy, fait partie de l'IDC Herzliya.
La médiatisation de l'affaire Pegasus a fait sortir de l'ombre un autre système d'espionnage israélien, nommé TOCA. Pegasus is merely the tip of the Israeli cyber spying iceberg. Another piece of software, TOCA, is far more dangerous and outrageous. The company's software is designed to infiltrate any device connected to the internet, not just smartphones. Per the company, this includes devices like Amazon Echo, Google Nest connected home products, as well as connected fridges, thermostats, and alarms. TOCA is a product of the Israeli national security state, having been co-founded by former Prime Minister Ehud Barak and was also designed by members of Unit 8200. TOCA's target clientele are the same as those of Pegasus, providing an easy opportunity for governments to gain access to even more surveillance capabilities than Pegasus offers, but without risking notoriety in the media, since TOCA has long avoided the limelight. The company's activities are concerning in light of the fact that TOCA has been directly partnered with Israel's Ministry of Defense and other Israeli intelligence and security agencies since its founding. The company works closely with these government agencies according to Israel's Minister of Defense website. This collaboration per TOCA is meant to enhance their products. TOCA's direct collaboration with Israel's government is also made clear through its claim that it sells its products and offers its services only to trusted governments, law enforcement agencies, and intelligence agencies. TOCA has stated that Russia, China, and, quote, other enemy countries, unquote, would never be customers of the company. In other words, only countries aligned with Israeli policy goals, particularly in occupied Palestine, are permitted to be customers and gain access to its trove of powerful hacking tools. L'affaire TOCA a été passée sous silence par les médias mainstream. Avec l'arrivée de Ronald Reagan à la Maison-Blanche, le crime organisé et le milieu des affaires, tous liés aux intérêts d'Israël, ont parachevé l'infiltration de la politique américaine et ont entamé une privatisation grandissante de la sécurité et du renseignement au niveau mondial. Les attentats à travers le monde de ces 20 dernières années ont été une opportunité pour justifier et faire accepter aux populations l'augmentation du niveau de sécurité des espaces publics, mais aussi des lois liberticides dans différents domaines de leur vie quotidienne. Le premier élément, c'est des systèmes automatiques pilotés par l'intelligence artificielle, dirigés par des algorithmes, géreraient beaucoup mieux les sociétés humaines que le débat démocratique. La trilatérale dans les années 70, avec Michel Crozier notamment, l'avait déjà dit, la démocratie est incompatible avec un régime de croissance durable. Nous voyons une nouvelle affirmation se faire jour, dispensons-nous du politique, finissons-en avec les gouvernements nationaux, laissons les algorithmes et l'intelligence artificielle gérer le monde, ce sera beaucoup mieux pour chacun. Selon Klaus Schwab, le directeur du World Economic Forum, la pandémie de Covid permet aussi de justifier la surveillance de plus en plus accrue sur chaque individu, rendue possible grâce aux technologies et se concrétisant actuellement avec l'avènement mondial du pass sanitaire. Megagroup est une entité parmi beaucoup d'autres qui agit dans l'ombre pour prendre le pouvoir en détruisant les nations de l'intérieur et ainsi prendre le contrôle de toutes les missions et fonctions que les États ne devraient en aucun cas déléguer. La classe politique étant réduite au rôle de simple exécutant au service des intérêts de multinationales et donc de la banque. L'objectif ultime des organisations comme Megagroup est d'éliminer tous les organes de décision nationaux par la corruption, et ainsi de s'y substituer en instaurant une gouvernance mondiale. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Une gouvernance mondiale réduisant en esclavage les peuples par une surveillance globale de tous les aspects de leur vie, en justifiant les privations de liberté et d'intimité par la lutte contre le terrorisme, l'urgence sanitaire ou en invoquant la catastrophe du changement climatique anthropique. L'homme est bien le responsable du changement climatique, c'est sans équivoque pour reprendre les termes du groupe. Et nous devons aussi répondre à l'urgence climatique. La lutte contre le changement climatique sera l'un des points les plus importants pour la prochaine commission. Faites quelque chose! Le changement climatique nous affecte tous. Pourquoi cette oligarchie mondialiste a cette intention de nuire aux populations en voulant instaurer ce nouvel ordre mondial ? Je crois que nous sommes en route vers un gouvernement mondial qui a commencé depuis longtemps et il le faut et on va y arriver. Tout le monde aura compris qu'il était temps de changer, temps de donner un nouveau visage à la mondialisation, temps de construire un nouvel ordre mondial, politique, économique, social. Ce gouvernement mondial qui est encore en ébauche, il est là. Et la transformation de l'Europe autour d'une vision partagée est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable, apaisant les rivalités des puissances.
on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. La paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit quand la paix soit faite. Donc véritablement, il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. C'est satanique. Ah, c'est satanique. C'est-à-dire? C'est un discours satanique. C'est comme si Satan revenait sur Terre pour punir les terriens. C'est de ce niveau-là. Ça commence comme un film américain qui veut la fin du monde.